L'épouse noire riche qui méprisait la femme de ménage blanche, le testament venait d'être ouvert, et ce qui était écrit à l'intérieur allait détruire à jamais la vie parfaite de Camille Dubois. Dans le salon somptueux de la villa de Cannes, face à la Méditerranée scintillante, l'atmosphère était lourde de tension. Les rideaux de soie crème flottaient doucement dans la brise marine qui pénétrait par les fenêtres panoramiques. L'odeur du jasmin provenant des jardins se mêlait au parfum coûteux de Camille, créant un contraste saisissant avec l'amertume qui régnait dans la pièce. Camille Dubois, une femme élégante de 38 ans à la peau d'ébène parfaitement entretenue, se tenait droite dans son tailleur Chanel blanc immaculé. Ses bijoux en diamant captaient la lumière du soleil couchant, projetant des éclats lumineux sur les murs lambrissés de la demeure familiale des Beaumont. Elle était l'épouse du célèbre entrepreneur marseillais Henri Dubois, et elle le savait parfaitement. À quelques mètres d'elle, près de la cheminée en marbre de Carrare, se tenait Marie Leclerc. 42 ans, cheveux blonds décolorés tirés en chignon strict, vêtue de sa blouse grise de femme de ménage. Ses mains rougies par les produits d'entretien étaient croisées devant elle, et ses yeux bleus fatigués évitaient soigneusement le regard méprisant de Camille. « Comment ose-t-elle être ici ?» siffla Camille entre ses dents, s'adressant au notaire parisien qui venait d'arriver de la capitale avec une mallette en cuir usé. Cette domestique n'a rien à faire dans cette pièce lors de la lecture du testament de Madame Beaumont. Maître Rousseau, un homme aux cheveux argentés et aux lunettes à monture dorée, ajusta nerveusement ses papiers. Il avait l'habitude des familles riches et de leurs querelles, mais cette situation était particulièrement délicate. « Madame Dubois, je vous assure que Mademoiselle Leclerc a parfaitement le droit d'être présente. » C'est explicitement mentionné dans les dernières volontés de Madame Elisabeth Beaumont. Le vent marin s'intensifia soudain, faisant claquer les volets contre les murs de pierre blonde typiques de la Côte d'Azur. Au loin, on pouvait entendre les cloches de l'église Notre-Dame de Bon Voyage sonner 18 heures. Les mouettes criaient au-dessus de la baie, leurs cris perçants se mêlant à la tension palpable de la pièce. Camille sentit une bouffée de colère monter en elle. Comment cette vieille femme avait-elle osé inclure la femme de ménage dans son testament? Elisabeth Beaumont, l'ancienne propriétaire de cette magnifique propriété de 15 millions d'euros, était décédée la semaine précédente dans un hôpital privé de Nice. Camille et Henri avaient immédiatement fait le voyage depuis leur pantouse de Marseille, certains d'hériter de cette demeure ancestrale que Henri convoitait depuis des années. « Marie, approchez-vous s'il vous plaît » demanda le notaire avec une politesse professionnelle qui fit grincer des dents Camille. « La lecture va commencer. » Marie fit quelques pas hésitants vers le centre de la pièce, ses chaussures pratiques résonnant doucement sur le parquet en chêne massif. Elle pouvait sentir le regard brûlant de mépris de Camille dans son dos, cette femme qui lui avait rendu la vie impossible depuis qu'elle avait épousé Henri 3 ans auparavant. « Restez où vous êtes » aboya Camille, sa voix résonnant dans le vaste salon. « Vous n'avez qu'à écouter depuis votre place. Après tout, c'est votre rang dans cette maison. » Le parfum de la lavande provenant des jardins de Provence environnants semblait se moquer de l'atmosphère toxique qui régnait à l'intérieur. Les derniers rayons du soleil méditerranéen doraient les meubles anciens, les toiles de maître et les objets d'art qui ornaient chaque recoin de cette demeure du XVIIIe siècle. Henri Dubois, un homme corpulent de 52 ans aux tempes grisonnantes, était resté silencieux jusqu'à présent. Il observait la scène depuis son fauteuil en cuir, sirotant un verre de rosé de Bandol, l'air satisfait. Pour lui, cette lecture n'était qu'une formalité. Il était certain que la vieille Elisabeth leur avait légué la propriété, reconnaissante de tous les services qu'il lui avait rendus au fil des années. « Très bien, commençons », annonça Maître Rousseau en ouvrant solennellement le testament. Le cachet de cire rouge portant les armoiries des Beaumont se brisa avec un petit craquement sec qui résonna dans le silence tendu. L'odeur du feu de bois provenant de la cheminée éteinte depuis la mort d'Elisabeth se mêlait encore au mur. Cette femme avait vécu seule dans cette immense demeure pendant les 15 dernières années, n'ayant pour seule compagnie régulière que Marie, qui venait faire le ménage 3 fois par semaine depuis une décennie. Je, Elisabeth Marie Beaumont, née à Lyon le 15 mars 1938, saine d'esprit et de corps au moment de la rédaction de ce testament. Commença le notaire de sa voix grave et solennelle. Camille tapotait impatiemment ses ongles manucurés sur l'accoudoir de son fauteuil Louis XVI. Elle pensait déjà aux transformations qu'elle apporterait à cette propriété. Une piscine à débordement, un spa privé, peut-être même un héliport pour recevoir leurs amis fortunés de Monaco et Saint-Tropez. Je lègue la totalité de mes biens, y compris cette propriété de Cannes, ses jardins, son contenu et tous mes comptes bancaires, d'une valeur totale estimée à 23 millions d'euros. Le cœur de Camille battit plus fort. 23 millions. C'était encore plus que ce qu'ils avaient espéré. Elle jeta un regard triomphant vers Marie, qui semblait de plus en plus mal à l'aise, ses mains tremblant légèrement. «
à ma fille bien-aimée. Attendez, interrompit Henri en se levant brusquement, renversant en presse son verre de rosé sur le tapis persan. Sa fille, Elisabeth, n'avait pas d'enfant. Elle nous l'a toujours dit. C'est pour ça qu'elle nous considérait comme sa famille. Maître Rousseau leva une main apaisante. Monsieur Dubois, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Seul le bruit des vagues s'écrasant contre les rochers en contrebas de la propriété était audible. L'air méditerranéen, habituellement si doux et parfumé, semblait soudain étouffant. À ma fille bien-aimée, Marie Leclerc, née le 23 septembre 1982 à Marseille, que j'étais contraint d'abandonner à la naissance en raison des pressions familiales et sociales de l'époque, mais que j'ai retrouvée et secrètement aidée pendant toutes ces années sous le prétexte de l'employer comme femme de ménage. Le monde sembla s'arrêter. Le verre de Henri se brisa sur le sol dans un fracas cristallin. Camille se leva d'un bond, son visage passant de la stupéfaction à l'incrédulité, puis à une rage incontrôlable. « C'est impossible !» hurla-t-elle, sa voix stridente brisant le silence stupéfait. Cette domestique ne peut pas être sa fille. C'est un mensonge. Une erreur. Marie était devenue livide, ses jambes tremblant si fort qu'elle dut s'appuyer contre le mur lambrissé pour ne pas tomber. Ses yeux bleus, habituellement si discrets, étaient maintenant emplis de larmes et d'une émotion indescriptible. Elle avait toujours ce qu'elle était adoptée, mais jamais elle n'aurait imaginé que la femme chez qui elle faisait le ménage était sa mère biologique. Il y a plus, continua le notaire d'une voix émue, lui-même bouleversé par cette révélation. Madame Beaumont a laissé une lettre personnelle pour sa fille. L'atmosphère de la villa était maintenant électrique. Les parfums de la Méditerranée, thym, romarin, pain parasol, semblaient se mélanger à l'odeur de la tension et de la sueur froide. Les dernières lueurs du couchant projetaient des ombres dramatiques sur les visages des protagonistes de ce drame familial qui venait de basculer. Camille sentait son monde s'écrouler. Toutes ses certitudes, son statut, sa position sociale, tout ce pourquoi elle s'était battue et mariée s'effondrait en un instant. Cette femme qu'elle avait méprisée, humiliée, traitée comme une moins que rien pendant des années, était en réalité l'héritière de la fortune des Beaumont. « Donnez-moi cette lettre », murmura Marie d'une voix brisée, tendant une main tremblante vers le notaire. « Non !» s'écria Camille, bondissant vers le notaire avec une fureur animale. « Je refuse. Il doit y avoir une erreur. Cette femme est une menteuse, une manipulatrice. Elle a dû influencer cette pauvre Elisabeth sur son lit de mort. » Henri, lui, était resté pétrifié, observant la scène avec des yeux ronds. Son plan parfait, ses années d'investissement dans cette relation avec la vieille dame, tout s'écroulait. Sa femme venait de révéler sa vraie nature devant témoins, et l'empire qu'ils avaient rêvé de construire leur échappait définitivement. Le notaire, habitué aux drames familiaux mais rarement à une telle intensité, serra la lettre contre lui. « Madame Dubois, je vous demande de vous calmer. Ce testament a été rédigé en présence de témoins et authentifié par mes soins. Il est parfaitement légal. » Marie s'approcha lentement, ses pas résonnant comme un glas dans le silence tendu. Chaque mouvement était une révélation, chaque souffle une découverte. Cette femme qui avait nettoyé ses sols, dépoussiéré ses meubles, astiqué ses miroirs pendant 10 ans, était en réalité chez elle. Cette maison était la sienne. Comment a-t-elle pu me faire ça ? Balbutia Marie, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ? Pourquoi m'a-t-elle laissé vivre dans l'ignorance ? Camille se mit à faire les 100 pas comme une lionne en cage, ses talons claquant rageusement sur le parquet ancien. C'est un scandale. Nous allons contester ce testament. Nous allons. Vous n'allez rien faire du tout, l'interrompit une voix calme et ferme. Tous les regards se tournèrent vers la porte du salon. Une femme élégante d'une 60aine d'années venait d'entrer, accompagnée d'un homme en costume sombre. Elle avait des cheveux argent impeccablement coiffés et portait un tailleur noir de haute couture. Son allure respirait l'autorité et la richesse discrète. « Permettez-moi de me présenter », dit-elle en s'avançant dans la pièce avec une assurance naturelle. « Je suis Madame Fontaine, la sœur d'Elisabeth Beaumont, et voici Maître Durand, avocat spécialisé dans les successions. Nous arrivons de Paris. » L'entrée de cette femme changea instantanément la dynamique de la pièce. Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Une sœur ? Elisabeth n'avait jamais mentionné avoir de la famille. « Ma sœur m'a tout raconté avant sa mort », continua Madame Fontaine en regardant Marie avec des yeux bienveillants. « Elle m'a parlé de vous, ma chère enfant, et de la façon dont elle a été obligée de vous abandonner à cause des préjugés de notre famille à l'époque. Elle m'a aussi parlé de ces gens, ajouta-t-elle en jetant un regard méprisant vers Camille et Henri, et de la façon dont ils vous traitaient sous son propre toit.
L'air de la villa semble à se charger d'électricité. Au loin, un orage approchait de la côte, les premiers grondements de tonnerre résonnant faiblement par-dessus le bruit des vagues. Les lumières de Cannes commençaient à scintiller dans le crépuscule, créant un contraste saisissant avec l'atmosphère dramatique de la demeure. Marie regardait cette femme qui prétendait être sa tante avec un mélange d'espoir et de méfiance. Trop d'émotions se bousculaient dans sa tête pour qu'elle puisse penser clairement. Sa vie venait de basculer de la façon la plus improbable et elle ne savait plus où elle en était. « Je veux lire cette lettre », dit-elle finalement d'une voix plus assurée. « J'ai le droit de savoir. » Maître Rousseau lui tendit l'enveloppe avec un sourire encourageant. « Bien sûr, mademoiselle Leclerc. Ou plutôt, devrais-je dire, mademoiselle Beaumont. » Ces mots frappèrent Camille comme une gifle. Marie Beaumont, cette femme qu'elle avait traitée comme une esclave, portait maintenant l'un des noms les plus respectés de la Côte d'Azur. Marie ouvrit l'enveloppe avec des gestes tremblants. Le papier craqua doucement sous ses doigts, révélant une écriture élégante à l'encre bleue. L'odeur du parfum d'Élisabeth, un mélange subtil de rose et de jasmin, s'échappa du papier, provoquant un sanglot étouffé chez Marie. Pendant qu'elle lisait, un silence religieux s'installa dans la pièce. Seuls les bruits de la nature méditerranéenne, le chant des grillons, le murmure du vent dans les pins, le clapotis lointain des vagues, accompagnaient ce moment historique. Henri s'effondra dans son fauteuil, réalisant l'ampleur de la catastrophe. Sa femme, qu'il avait épousée autant pour sa beauté que pour son ambition, venait de montrer son vrai visage. Et maintenant, il se retrouvait face à une héritière qu'ils avaient humiliée pendant des années. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» demanda Camille d'une voix étranglée, incapable de supporter le suspense plus longtemps. Marie leva les yeux, et pour la première fois depuis des années, Camille vit autre chose que de la soumission. Il y avait de la douleur, certes, mais aussi une force nouvelle, une dignité retrouvée qui la transformait complètement. Elle dit, commença Marie, sa voix se brisant. Elle dit qu'elle-même, qu'elle a toujours regretté de m'avoir abandonné et qu'elle espère que je pourrai lui pardonner un jour. Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage, mais ce n'étaient plus des larmes de soumission ou de peur. C'étaient des larmes de libération, de reconnaissance, d'une douleur enfin révélée au grand jour. Madame Fontaine s'approcha de Marie et posa doucement une main sur son épaule. « Ma chère enfant, vous n'êtes plus seule. Vous avez une famille maintenant. » Camille observait cette scène avec une rage impuissante. En quelques minutes, son monde parfait s'était écroulé, et elle se retrouvait face à la femme qu'elle avait méprisée, désormais propriétaire de tout ce qu'elle avait convoité. Mais Marie ne semblait pas avoir fini de lire. Ses yeux parcoururent le reste de la lettre, et soudain, son expression changea. Quelque chose dans ce qu'elle lisait semblait l'effrayer. « Il y a autre chose », murmura-t-elle, ses yeux s'écarquillant d'horreur. « Oh mon Dieu, il y a autre chose dans cette lettre !» Marie recula instinctivement, la lettre tremblant entre ses mains comme une feuille d'automne dans le Mistral provençal. Son visage était devenu livide, et ses lèvres remuaient silencieusement, relisant encore et encore un passage qui semblait la terrifier. L'orage approchait maintenant de Cannes, et les premiers éclairs illuminaient le salon somptueux par intermittence, créant des ombres dansantes sur les murs lambrissés de la Villa Beaumont. « Qu'y a-t-il » demanda Madame Fontaine, s'approchant de sa nouvelle nièce avec inquiétude. « Marie, que dit exactement ma sœur dans cette lettre ?» Camille, malgré sa colère, sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans l'expression de Marie, une terreur pure qui dépassait largement la simple émotion de découvrir ses origines. Elle échangea un regard rapide avec Henri, qui semblait lui aussi troublé par ce changement soudain d'atmosphère. « Elle dit que je dois me méfier », balbutia Marie, sa voix à peine audible par-dessus le grondement du tonnerre qui se rapprochait. « Elle dit que certaines personnes ont découvert qui j'étais vraiment, et qu'elle ferait tout pour m'empêcher d'hériter. Elle dit que ma vie pourrait être en danger. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Même les bruits de la Méditerranée semblaient s'être tus, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Le parfum des jardins de lavande et de jasmin, porté par les bourrasques précédant l'orage, pénétrait maintenant par les fenêtres avec une intensité presque suffocante. Maître Rousseau ajusta nerveusement ses lunettes, son visage habituellement impassible trahissant maintenant une certaine inquiétude. Madame Beaumont a-t-elle mentionné des noms spécifiques, des menaces concrètes? Marie parcourut à nouveau la lettre, ses mains tremblant de plus en plus violemment. Elle dit qu'Henri n'est pas celui qu'il prétend être, que son vrai nom n'est pas Dubois, et qu'il a déjà fait ça ailleurs. Elle dit qu'il s'est marié avec Camille uniquement pour avoir accès au cercle fortuné de la Côte d'Azur, et qu'elle a des preuves de ses véritables activités. Henri bondit de son fauteuil comme s'il avait été piqué par un scorpion, renversant au passage une précieuse statuette en bronze qui se fracassa sur le parquet de chêne.
C'est ridicule. Cette vieille folle divaguait. Elle était saignée ces derniers temps. Tout le monde peut en témoigner. Vraiment? Intervint Madame Fontaine d'une voix glaciale qui fit frissonner tout le monde dans la pièce. Car voyez-vous, Henri Dubois, si c'est vraiment votre nom, ma sœur m'a également envoyé certains documents très intéressants avant sa mort. Des documents qui pourraient expliquer pourquoi vous étiez si pressé qu'elle rédige son testament en votre faveur. L'air de la villa semblait maintenant électrisé, et pas seulement à cause de l'orage qui approchait. Camille observait son mari avec des yeux nouveaux, remarquant pour la première fois des détails qui lui avaient échappé. La façon dont il évitait parfois certains sujets, ses voyages d'affaires fréquents et mystérieux, ses connaissances approfondies sur les biens immobiliers de luxe de toute la Riviera française. Quel document? Demanda Camille d'une voix étranglée, réalisant soudain qu'elle ne connaissait peut-être pas vraiment l'homme qu'elle avait épousé. Madame Fontaine ouvrit élégamment son sac à main de luxe et en sortit une chemise en cuir bordeaux. Des rapports de détective privé, ma chère. Ma sœur était peut-être âgée, mais elle n'était certainement pas naïve. Elle avait des doutes sur votre mari depuis des mois et elle a fait effectuer des recherches approfondies sur son passé. Henri recula vers les fenêtres panoramiques, son visage perdant rapidement ses couleurs. Au loin, les lumières de Cannes scintillaient comme des diamants sur velours noir, mais l'atmosphère festive de la Côte d'Azur contrastait cruellement avec le drame qui se jouait dans cette villa isolée des collines. Henri Dubois n'existe que depuis 5 ans, continua Madame Fontaine en feuilletant les documents avec une précision chirurgicale. Avant cela, il s'appelait Henri Mercier, et il était recherché par la police de Lyon pour une affaire d'escroquerie immobilière qui a ruiné plusieurs familles bourgeoises. Avant Lyon, il était à Toulouse sous le nom de Henri Bonner, où il a épousé et dépouillé une veuve fortunée. Marie s'effondra dans un fauteuil, la lettre de sa mère, toujours serrée contre sa poitrine. Tout ce qu'elle croyait savoir de sa vie s'écroulait en quelques minutes. Non seulement elle découvrait qu'elle était l'héritière d'une fortune considérable, mais elle apprenait aussi qu'elle avait vécu sous le même toit qu'un homme potentiellement dangereux. « C'est impossible », murmura Camille, mais sa voix manquait de conviction. Trop d'éléments commençaient à s'assembler dans sa tête comme un puzzle terrifiant. Les appels téléphoniques secrets, les sommes d'argent importantes qui apparaissaient et disparaissaient de leur compte. Cette façon qu'avait Henri de toujours connaître les bonnes personnes au bon moment. Un éclair particulièrement violent illumina soudain la pièce, suivi immédiatement par un coup de tonnerre assourdissant qui fit vibrer les fenêtres de la villa. La pluie commença à marteler les toits de tuile provençale avec une violence inouïe, transformant l'atmosphère déjà tendue en quelque chose de presque apocalyptique. « Il y a autre chose », reprit Marie d'une voix brisée, ses yeux fixés sur la lettre. « Maman, Elisabeth dit qu'elle a caché quelque chose dans cette maison. Quelque chose qui pourrait le compromettre définitivement, mais aussi nous protéger s'il devenait violent. » Henri se dirigea lentement vers la cheminée en marbre où était disposée une collection d'objets anciens et précieux. Ses mouvements étaient maintenant calculés, prédateurs comme ceux d'un animal acculé. « Vous ne trouvez rien ?» dit-il d'une voix sourde qui ne ressemblait plus du tout à l'homme charmant que Camille avait épousé. Cette vieille femme bluffait. Elle n'avait aucune preuve réelle. « Vraiment ?» Marie se leva lentement, et pour la première fois depuis des années, elle regarda Henri droit dans les yeux sans baisser la tête. Parce qu'elle dit dans cette lettre qu'elle a enregistré toutes vos conversations téléphoniques depuis 6 mois. Toutes vos discussions avec vos complices de Marseille et de Nice. Le silence qui suivit cette révélation était plus terrifiant que tous les coups de tonnerre. Henri s'immobilisa complètement, sa main se crispant sur un lourd chandelier en bronze qui trônait sur le manteau de la cheminée. L'expression de son visage avait complètement changé, révélant enfin sa vraie nature. Camille recula instinctivement vers Maître Rousseau, réalisant avec horreur qu'elle se trouvait seule avec un homme qu'elle ne connaissait pas vraiment, dans une villa isolée, au milieu d'un orage violent qui couvrirait tous les bruits. Henri, qu'est-ce qu'elle veut dire par complice? Tais-toi, rugit Henri, se tournant vers elle avec une fureur qu'elle ne lui avait jamais vue. Tu as toujours été trop curieuse, trop bavarde. J'aurais dû me débarrasser de toi depuis longtemps. Madame Fontaine fit un pas protecteur vers Marie. Mais Maître Durand, l'avocat qu'elle avait amené de Paris, était déjà en train de composer discrètement un numéro sur son téléphone portable. Malheureusement, l'orage perturbait visiblement le réseau et il ne semblait pas parvenir à établir la communication. « Où sont ces enregistrements ?» demanda Henri d'une voix dangereusement calme, s'approchant maintenant de Marie avec la grâce mortelle d'un prédateur. « Dis-le-moi, et peut-être que je vous laisserai partir d'ici vivante. » Marie serrait la lettre contre elle comme un talisman, mais elle pouvait sentir sa protection s'effriter face à la menace grandissante. Je ne sais pas. Elle dit seulement qu'ils sont cachés quelque part dans la maison, dans un endroit où vous ne penseriez jamais à chercher. L'orage redoublait de violence à l'extérieur,
et les coupures d'électricité commencèrent à se succéder, plongeant la villa dans l'obscurité par intermittence. Chaque éclair transformait la scène en un tableau dramatique digne d'un film noir, révélant des visages déformés par la peur, la colère. « Vous savez quoi ?» dit Henri en saisissant soudain le chandelier de bronze comme une arme. « Je crois que cette chère Elisabeth a emporté ses secrets dans la tombe. Et vous allez bientôt la rejoindre. » Mais au moment où il levait le chandelier, prêt à frapper, la porte du salon s'ouvrit brusquement avec un fracas qui couvrit même le bruit du tonnerre. Une silhouette sombre se découpa dans l'embrasure, ruisselante de pluie éclairée par les éclairs. Police nationale. Personne ne bouge. Henri se figea, le chandelier encore levé au-dessus de sa tête, ses yeux passant rapidement de la porte au visage terrifié qui l'entourait. Mais ce qui choqua tout le monde, ce fut le rire qui s'échappa soudain des lèvres de Marie. Un rire clair, libérateur, qui résonna dans la villa comme une mélodie de victoire par-dessus le grondement de l'orage méditerranéen. « Vous croyez vraiment que maman n'avait pas tout prévu ?» dit-elle en se levant lentement, sa transformation étant maintenant complète. La femme de ménage soumise avait disparu, remplacée par une héritière qui connaissait parfaitement sa valeur. Vous croyez qu'Elisabeth Beaumont, une femme qui avait survécu à 60 ans dans les milieux fortunés de la Côte d'Azur, n'aurait pas anticipé vos réactions. Le policier en civil s'avança dans la pièce, suivi de 2 collègues en uniforme. Commissaire Moreau, police judiciaire de Nice. Monsieur Mercier, ou Bonner, ou peu importe le nom que vous utilisez cette semaine, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie, usurpation d'identité et maintenant tentative d'agression. Camille s'effondra dans son fauteuil Louis XVI, réalisant enfin l'ampleur de la manipulation dont elle avait été victime. « Mais comment? Comment ont-ils su ?» murmura-t-elle, ses diamants brillant ironiquement dans la lumière des éclairs, témoin silencieux de sa chute sociale brutale. Marie s'approcha de la cheminée et appuya sur une moulure presque invisible dans le marbre sculpté. Un petit compartiment secret s'ouvrit avec un déclic doux, révélant un dictaphone numérique et une clé USB. Maman avait installé un système d'alerte automatique. Si le testament était ouvert et que certains mots-clés étaient prononcés dans cette pièce, un message préenregistré était envoyé directement au commissariat. Elle savait que vous finiriez par révéler votre vraie nature, Henri. L'homme qui s'était fait appeler Henri Dubois laissa tomber le chandelier avec un bruit métallique qui résonna comme un glas. Ses épaules s'affaissèrent, et pour la première fois depuis le début de la soirée, il sembla redevenir humain. Comment a-t-elle pu savoir? J'avais été si prudent cette fois. Parce qu'elle t'aimait vraiment, maman, murmura Marie, les larmes coulant librement sur son visage, mais ce n'étaient plus des larmes de peur ou de soumission. Elle m'aimait assez pour me protéger, même depuis l'au-delà. Madame Fontaine s'approcha de sa nièce et la prit dans ses bras. Ta mère était une femme extraordinaire, Marie. Elle a passé les 10 dernières années de sa vie à essayer de réparer l'erreur de jeunesse qui l'avait séparée de toi. Elle avait découvert ton existence par hasard, quand tu as postulé pour ce travail de femme de ménage, et n'a jamais trouvé le courage de te révéler la vérité de peur de briser ta vie. Pendant que les policiers passaient les menottes à Henri sous les yeux horrifiés de Camille, Marie tenait maintenant la clé USB entre ses mains tremblantes. « Il y a un message pour moi là-dessus » demanda-t-elle au commissaire Moreau. « Oui, mademoiselle. Madame Beaumont a enregistré plusieurs vidéos pour vous. Elle y explique tout. Pourquoi elle vous a abandonné, comment elle vous a retrouvé et pourquoi elle n'a jamais osé vous révéler la vérité. Elle dit aussi qu'elle espère que vous comprendrez qu'elle voulait vous donner le choix de la connaître vraiment ou de continuer votre vie comme avant. » L'orage commençait à s'éloigner de Cannes, les grondements de tonnerre se faisant plus espacés, comme si la nature elle-même se calmait maintenant que justice était rendue. Les parfums de la Méditerranée revenaient graduellement, portés par la brise marine qui avait chassé la violence de la tempête. Marie regarda par les fenêtres panoramiques cette villa qui était maintenant officiellement la sienne, ces jardins de lavande et de jasmin qu'elle avait entretenus sans savoir qu'il y appartenait. Mais le vrai plot twist arriva quand Camille, encore sous le choc, murmura d'une voix brisée. « Marie, je suis désolé. Pour tout. Je ne savais pas qui vous étiez vraiment, mais ça n'excuse rien. J'ai été monstrueuse avec vous, et vous ne le méritiez pas. » Elle marqua une pause, ses mains tremblant sur ses genoux. « La vérité, c'est que j'étais jalouse. Jalouse de votre simplicité, de votre authenticité. Vous étiez tout ce que je n'arrivais pas à être malgré tous mes artifices. » Marie la regarda longuement, et dans ses yeux bleus se mélangèrent la douleur des années d'humiliation et une compassion inattendue. « Vous savez, Camille, maman a écrit quelque chose sur vous aussi dans sa lettre. » Elle déplia le papier parfumé et lut. « Camille n'est pas méchante au fond, elle est juste perdue. Elle a épousé un homme qu'elle croyait connaître, et elle découvrira trop tard qu'elle aussi a été manipulée.
Si ma fille a la bonté que je pense qu'elle a hérité de moi, peut-être pourra-t-elle pardonner et même aider Camille à reconstruire sa vie. Le testament venait d'être lu, et ce qui était écrit à l'intérieur avait effectivement détruit la vie parfaite de Camille Dubois. Mais il avait aussi révélé la véritable Marie Beaumont, une femme qui venait de découvrir qu'elle avait toujours une famille, un nom et un amour maternel qui l'avait protégée même dans la mort. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable qui s'est déroulée sous le soleil de la Côte d'Azur? Marie va-t-elle pardonner à Camille et l'aider à reconstruire sa vie? Découvrira-t-elle tous les secrets que sa mère a cachés dans cette villa de Cannes? N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos histoires françaises passionnantes. Et dites-nous en commentaire de quelle ville de France vous nous regardez. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse? Nous adorons savoir d'où viennent nos spectateurs. Et surtout, partagez cette histoire avec vos proches, car comme le dit le proverbe français, les plus belles histoires sont celles qu'on partage. À bientôt pour une nouvelle aventure en terre française.